Bonjour tout le monde, c'est Vérité à venir, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va à merveille. Nous nous retrouvons ce jour pour la lecture d'un passage de mon ouvrage Nom de code Nouvel Ordre Mondial, le tome 1 que vous pouvez vous procurer gratuitement par mail ou sur Amazon pour le format papier. C'est vous qui décidez. Le tome 2 pour le moment est toujours en construction. Je suis toujours à l'œuvre dessus, notamment sur le dossier de l'ubérisation, de l'automatisation, de la robotisation, même des emplois de demain, avec peut-être un néologisme, on ne sait pas, pour tous ces robots humanoïdes qui remplaceront les infirmiers-infirmières, les aides-soignants et compagnie. Puis après la suite, c'est le revenu universel, c'est également tout ce qui va être de la nouvelle économie avec les crypto-monnaies et d'autres sujets encore dont je ne parle pas pour le moment. Je vais donc commencer la lecture maintenant. On va se rendre à la fin de la page 264 jusqu'à la page 269. Eugénisme commercial. Dans l'éditorial Changing Your Gene du 25 avril 1992, The Economist suggère que la société doit dépasser le moralisme pleurnichard et suranné qui règne en la matière et accueillir à bras ouverts les perspectives économiques prometteuses de l'eugénique commerciale. Et si les gènes permettaient de transformer un corps ordinaire en corps exceptionnel, plutôt de se contenter de faire d'un infirme une personne normale, doit-on laisser les gens se faire installer des neurotransmetteurs supplémentaires pour améliorer leur performance mentale ? Ou changer la couleur de leur peau ? Ou leur permettre de courir plus vite, de soulever des poids plus lourds ? Les rédacteurs de The Economist ne cachent pas leur parti pris en faveur du marché. D'après eux, cette nouvelle eugénique commerciale offre aux consommateurs une plus grande liberté, qui permet à chacun de faire ce qu'il veut de ce qu'il est et de ce que seront ses descendants. Leur éditorial conclut par une approche sans réserve de la nouvelle eugénique. L'objectif, c'est de donner aux gens la plus grande liberté d'action possible. De ce point de vue, le fait que les gènes deviendront des auxiliaires de cette liberté, au lieu de représenter un obstacle, constitue un grand pas en avant. Discrimination selon les gènes ? Dans le rapport numéro 673 du Sénat, enregistré à la présidence du Sénat le 3 juin 2021, lié à la crise du Covid-19 et à l'utilisation des technologies pour retrouver une situation normale, le passage suivant interroge sur les futures politiques liées à la génétique. Voici ce qui est inscrit. Plus la menace sera grande, plus les sociétés seront prêtes à accepter des technologies intrusives et des restrictions plus fortes à leur liberté individuelle. Et c'est logique. Dès lors, comment garantir que les données collectées à l'occasion d'une crise sanitaire ne seront ni conservées au-delà du strict nécessaire, ni exploitées ensuite à d'autres fins, notamment politiques ? Comment assurer que les traitements mis en œuvre n'aboutissent à aucune discrimination, notamment en raison de l'âge, du sexe ou de l'origine ethnique ? Ces questions sont déjà pressantes aujourd'hui et pourraient l'être davantage encore demain, posant de véritables dilemmes moraux. Ainsi, que faire si une discrimination liée à l'origine ethnique s'avérait objectivement pertinente ? Par exemple, pour une maladie contagieuse, grave, ne touchant ou n'épargnant que les seuls porteurs d'un gène spécifique, comme c'est le cas de plusieurs maladies infectieuses. Que faire si le droit à l'oubli, très protégé en Europe, allait objectivement à l'encontre de la santé publique ? Par exemple, dans le cas d'une période d'incubation de plusieurs années ou d'un virus dont les porteurs sains demeurent très contagieux, ou encore d'une maladie ancienne qui, même guérie, constitue un facteur de risque ou de protection particulier pour une nouvelle. Que faire si, dans une situation où les autorités seraient déjà débordées, le contrôle social par le voisinage ou l'employeur était la seule alternative ? Alors je vous mets une petite parenthèse dans ce qui est écrit. C'est également, et c'est vrai que je ne l'avais pas soulevé sur le moment, c'est ce côté de dire que le virus, on pourrait mettre finalement de côté, ou en tout cas surveiller, des porteurs sains, qui demeureraient très contagieux. Comme si en fait les autres, on ne pourrait pas les protéger, et la seule façon de leur apporter une protection serait d'isoler certaines personnes de la société, ou de tracer en tout cas vraiment de façon très pointilleuse ces personnes-là. Cet extrait du rapport peut nous rappeler les propos également de Jacques Attali en 1979. Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes ? C'est une société qui dit « Soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même ». Sortez de l'hôpital, ce que dit Illich, et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire,
pas boire, mais aussi ne pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous, et librement, ait envie d'être conforme à la norme, que chacun d'entre nous, et librement, ait envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Fin de citation. Le secteur de l'assurance a tout intérêt à promouvoir des tests de dépistage pour pouvoir mettre en place des nouvelles conditions d'attribution de contrats de protection et de prévoyance. La fin de l'équité, le début de l'égalité sur les versements de cotisations par rapport aux possibilités d'indemnisation. Voici qu'apparaît la divinisation de l'humain en catégories. Ceux à faible, moyen et haut risque face à des maladies, accidents liés à l'activité salariée, etc. Une ère de discrimination sur l'état de santé. Beaucoup me diront que ça existe déjà pour des contrats de prévoyance, décès, accidents. Et il est vrai que, dépassé un âge, certains contrats sont indisponibles à un public qui devient donc âgé. Est-ce que pour la promotion de ce système de catégorisation, dans un premier temps, les assureurs joueront sur l'inclusion, sur la possibilité d'avoir des coûts réduits pour des assurés qui accepteront de faire des tests de dépistage, de partager leur activité physique, leur consommation alimentaire, de façon hebdomadaire, mensuelle, voire trimestrielle? Ce contrôle permettrait de répartir les coûts. Et il est certain que par la suite, les investisseurs envahiront ce nouveau marché, pouvant non pas comme en bourse parier sur des actions, mais sur des groupes d'individus faisant des projections de santé des assurés concernés par cette offre. Où se trouvera la limitation d'accès aux données médicales par les assureurs, par ces assureurs, quand nous voyons actuellement par exemple AG2R qui fait l'éloge du programme E-Santé. Le gouvernement français travaillait sur le dossier médical partagé qui est finalement renommé Mon Espace Santé, regroupant tous les documents médicaux via un espace en ligne qui se retrouve donc à la merci des pirates informatiques. Et c'est là qu'entre en jeu l'utilité de la crise Covid-19, qui n'est pas une crise sanitaire, mais politique. Le pass vaccinal, pour le Covid par exemple, pourra être mis à l'intérieur. Surtout, le Covid-19 fera généraliser l'utilisation de dépistage, du dépistage massif, pris en charge par les deniers publics faisant penser à la gratuité du service, ce qui évite que les gens s'énervent de trop. Et rejettent de trop ces propositions. Là, c'est des petits ajouts que je fais. Une trentaine de millions de tests Covid antigéniques ou PCR ont été réalisés au mois de décembre 2021, dont 28 millions ont été remboursés par la sécurité sociale. Le coût moyen pour l'assurance maladie a heureusement diminué, à 36 € le test contre 61 € en décembre 2020. La prise en charge de ces derniers, à 100% et sans avance de frais, devrait coûter à la sécurité sociale la bagatelle de 1 milliard d'euros pour un seul mois. Sur l'année entière, le gouvernement avait prévu une enveloppe financière de 6 milliards. Nous observons une diminution du coût de quasi 50% sur une seule année pour ces tests. Et nous savons que le coût des tests de dépistage pèsera sur la décision d'inclure les données génétiques dans l'évaluation des primes et des couvertures d'assurance. Aux États-Unis, 26 États ont déjà promulgué des lois interdisant les assureurs de pratiquer la moindre discrimination en vertu de prédispositions génétiques. Robert A. Meyer, avocat au service du lobby des assurances vie, déclarait « Le secteur a besoin d'avoir accès à l'information génétique comme au reste de l'information médicale pour décider si une personne est assurable et à quel prix. » Suzanne Van Gelder, vice-présidente de la Health Insurance Association of America, va plus loin. Nous nous opposons à toute disposition légale nous empêchant de recueillir des informations en vue de l'évaluation et du choix des risques. J. Brian McCall, cadre supérieur d'une compagnie d'assurance et élu républicain à l'Assemblée législative du Texas, est l'auteur d'une loi interdisant toute discrimination génétique aux assureurs. Il ne cache pas son inquiétude. Grâce au dépistage génétique, les compagnies d'assurance peuvent pratiquement éliminer le moindre doute au moment de la souscription de la police. Elles peuvent réserver leurs services à des clients génétiquement sains, créant de ce fait un ghetto des exclus de l'assurance, parce qu'elles sauront qui a des chances de contracter telle ou telle maladie à tel âge. Les employeurs aussi s'intéressent de plus en plus aux tests de dépistage génétique pour la sélection des candidats à l'embauche, et ce pour toutes sortes de raisons. Des entreprises chimiques font tester les salariés pour connaître leur sensibilité génétique, un milieu de travail présentant une forte toxicité.
ce qui leur permet de faire des économies liées aux perspectives de devoir verser des pensions d'invalidité, d'absence, etc. Ces sociétés souhaitent éliminer tous les candidats les plus susceptibles de tomber malades. Dans le rapport du Sénat numéro 673, celui que je vous ai lu, dont je vous ai lu un petit passage juste avant, qui fait partie du livre, enregistré à la présidence du Sénat le 3 juin 2021, voici ce qui est inscrit par rapport à cette discrimination au niveau des employeurs. Et encore, ne s'agit-il ici que de technologies limitées à la détection d'un état de santé avéré et au contrôle d'un comportement effectif. Mais à plus long terme, il est probable qu'émergent des technologies prédictives, soulevant des questions bien plus difficiles encore. Un employeur pourra-t-il refuser de recruter quelqu'un au motif que celui-ci pourrait, un jour, faire courir un risque sanitaire aux autres employés, non seulement en raison de ses prédispositions, une comorbidité, un gène spécifique, etc., mais aussi du fait de sa personnalité ou de ses comportements, parce qu'il a un cercle social élargi, qu'il fréquente certains lieux, etc. Pourquoi pas, entre guillemets, il les nomme pas, mais les complotistes, par exemple. Une voiture autonome pourra-t-elle refuser de démarrer s'il existe une probabilité que le conducteur, le passager donc, prenne ou fasse courir un risque sanitaire particulier, peut-être trop alcoolisé, ou encore un autre risque par rapport à son état de santé, s'il a un virus ou une maladie ou autre. Sa prime d'assurance augmentera-t-elle? Devra-t-il souffler dans un spectromètre de masse comme on souffle dans le ballon? Des millions de personnes ont volontairement fourni leurs données génétiques à des sociétés comme 23andMe ou MyHeritage pour se découvrir une éventuelle ascendance ou de supposées prédispositions à telle ou telle maladie. En cas de crise grave, les autorités américaines pourraient-elles demander la communication de ces données? Juridiquement, elles le peuvent déjà, et les opposer à un voyageur lors de son passage de la frontière, ou à leurs propres résidents. Il existe déjà des algorithmes permettant d'identifier un individu à la manière qu'il a de taper sur un clavier, vitesse de frappe, etc. Il s'agit notamment d'un indicateur de sa fébrilité, et donc c'est l'une des fonctions de ces algorithmes, de sa propension à effectuer un achat compulsif sur Internet. Demain, la manière de remplir une attestation de sortie à une heure tardive comptera-t-elle autant que les réponses données? La prospective est un exercice délicat, surtout lorsqu'elle amène à des considérations dystopiques. Nul besoin d'aller jusque-là. Ceci dit, pour se poser les bonnes questions, la crise actuelle nous donne déjà toutes les raisons de veiller à la protection de nos droits et libertés. Mais elle nous donne aussi toutes les bonnes raisons de recourir davantage aux outils numériques, en conscience et en responsabilité, parce qu'ils sont potentiellement bien plus efficaces que les autres méthodes, parce qu'ils pourraient permettre de retrouver bien plus rapidement nos libertés physiques, et parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront pour nous. Et face à une crise majeure, nous n'aurons pas d'autre choix que de leur demander leur aide, et il sera trop tard pour défendre nos principes démocratiques. Au fur et à mesure que les scientifiques acquerront de nouvelles connaissances sur le génome humain, ils réussiront à identifier un nombre croissant de caractères et de dispositions génétiques appartenant exclusivement à tel ou tel groupe ethnique ou racial. Voici la brillante analyse de Jérémy Rifkin. La ségrégation génétique est une forme radicalement nouvelle d'exercice du pouvoir. Dans une société où des personnes peuvent être catégorisées en fonction de leur génotype, le pouvoir des diverses institutions sociales devient plus absolu. Par ailleurs, la polarisation croissante de la société entre des individus et des groupes génétiquement supérieurs et inférieurs tend à créer une nouvelle dynamique sociale aux effets considérables. Les familles qui pourront se permettre de programmer les caractères génétiques dits supérieurs de leur progéniture dès la conception conféreront à leurs descendants un avantage biologique encore plus marqué avec tous les bénéfices économiques et sociaux que cela implique. Certains généticiens pensent que l'avènement d'une génocratie est inévitable. Lee Silver, chercheur en biologie moléculaire à l'université de Princeton, décrit un avenir pas si lointain où la société se divisera en deux classes biologiques qu'il définit comme les génocrates et les naturels. Les génocrates, qui représentent 10% de la population, disposent d'un génotype amélioré par des gènes synthétiques et dirigent la société. Ils sont entrepreneurs, musiciens, artistes, intellectuels, athlètes et chacun d'entre eux est doté de prothèses génétiques spécifiques qui leur permettront d'atteindre dans son domaine propre un niveau d'excellence inimaginable pour ceux qui ne dépendent que de la loterie naturelle. Silver l'explique comme suit. Avec le temps, la distance génétique entre les naturels et les génocrates ne fait que s'accroître et la mobilité sociale ascendante entre les deux classes est tout à fait négligeable. Tous les secteurs de l'économie, des médias, des loisirs et de l'industrie de l'information sont contrôlés par des génocrates. En revanche, les naturels sont employés comme travailleurs manuels ou fournisseurs de services à bas salaire.
Les enfants des génocrates et des naturels grandissent et vivent dans des univers sociaux complètement séparés et n'ont guère de chance de se fréquenter, au point que la classe des génocrates et celle des naturels finiront par se convertir en deux espèces naturelles totalement distinctes, génétiquement inaptes au métissage et n'éprouvant l'une pour l'autre pas plus d'attirance sentimentale que les humains n'en éprouvent envers des chimpanzés. Ça sera tout pour la lecture d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à commenter, partager. Vous voyez, c'est plutôt court, mais c'est un petit extrait du livre. Là, donc je continue actuellement la rédaction, en tout cas du tome 2. Je développe un peu les idées, puis je viens faire quelques modifications aussi dans le tome 1 pour ajouter de nouveaux éléments. A très bientôt, c'était Vérité à venir.